Merci, merci de l'accueil, merci de l'invitation également. Je suis content de vous voir en si grand nombre, non pas pour ma petite personne, mais parce que vous vous mobilisez. Je sais que c'est très difficile, on en parlait tout à l'heure, la mobilisation est de plus en plus difficile, je pense, dans nos sociétés pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir là. Je voyais quelques personnes avec leur carré rouge. Ça me rappelait de bons souvenirs, de souvenirs ici d'ailleurs, où j'avais été invité par Kate à donner une petite conférence lors de la grève étudiante. Je pense qu'il va falloir changer de couleur. Par exemple, le rouge me paraît beaucoup trop joyeux pour cette sombre période dans laquelle nous sommes placés. Il va y avoir un... Ah, me voici, c'est moi. Donc, comme on vient de le mentionner, je suis économiste. J'ai des qualités, par contre. Et effectivement, ben oui, c'est avec plaisir que je vais vous parler d'austérité. J'aurais beaucoup préféré, bien sûr, vous présenter des vidéos de chats ou ce genre de trucs-là. Ça aurait été plus amusant. On va parler de quelque chose qui n'est pas très amusant cet après-midi, mais je pense que votre présence le démontre, qui est excessivement important pour vous, au Cégep, pour votre région, mais aussi pour l'ensemble du Québec, voire de la planète en quelque sorte, parce que ce dont on va parler aujourd'hui n'est pas unique, bien sûr, à ce qu'on vit ici, mais comme vous le savez probablement, a été vécu de façon très violente et tragique, et je pèse mes mots, en Europe notamment, et pas plus particulièrement en Grèce. J'ai intitulé, comme vous pouvez le voir à l'écran, le titre de ma présentation, qui est en fait... Ben, vous savez, un économiste, ça n'a pas bien d'idées. Hein? Ça a 2-3 idées, puis ça les étire pendant une couple d'heures. Donc, il y a l'idée centrale de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire que pardon, les politiques d'austérité, que ce soit celles qu'on a connues au plan canadien, donc au niveau du gouvernement Harper à Ottawa depuis près de 10 ans, ça veut dire qu'il y a des jeunes étudiants là, qui n'ont rien connu d'autre que Harper. Hein? C'est déprimant que Et plus récemment, de façon, je dirais, accentuée sous le règne nouveau de notre bon gouvernement Couillard, c'est rien d'autre qu'un objectif de privatiser en tout ou en partie les services publics et les institutions de l'État sous le couvert de course à l'équilibre budgétaire. Donc, si vous retenez juste cette phrase-là, tes étudiants, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent. Trouver l'idée principale, c'est fini. Notez ça, ça va être correct. Répétez-la avec des synonymes. Ça. Donc, blague à part, c'est effectivement l'objectif caché des politiques d'austérité. C'est un objectif idéologique, un objectif politique, celui de transformer radicalement l'État tel qu'on l'a construit depuis 40 ans. Il y a des gens qui sont, comment dire, qui défendent cette idée-là clairement et explicitement, notamment, nommément, le Parti conservateur à Ottawa. Le gouvernement Harper, le Parti conservateur, quand il se fait élire, quand il propose son programme politique, ne s'en cache pas. Il n'aime pas un gros État, il veut transformer l'État, à part pour des raisons sécuritaires, comme on le sait, ou de promotion de la reine. Mais c'est un gouvernement de droite assumé, conservateur, comme son nom l'indique, comme il y en a un peu partout dans le monde, et c'est une position politique tout à fait légitime. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une position politique qui est tout à fait légitime de défendre dans notre société. En revanche, il y a des gouvernements qui se sont fait élire, je dirais presque sous une fausse représentation, et je dirige mon regard vers Québec, bien évidemment, qui, j'allais dire, quasiment par surprise, nous ont pris quasiment par surprise, particulièrement à partir du début de l'automne dernier, où on met en place des politiques d'austérité presque aussi profondes, graves et importantes que ce qu'on a vu à Ottawa, sinon plus, mais qu'on déguise sous une rhétorique de gouvernement responsable, pour penser aux générations futures, blablabla, bla, bla, puis là, vous allez être endormi, puis là, puis vous allez vous faire passer un sapin. Alors, c'est ça qu'on va examiner aujourd'hui, parce qu'il y a une grande partie de tout ce qu'on entend, de ce qu'on lit dans les médias, qui est essentiellement de la propagande. Je pèse mes mots. Vous savez, j'ai l'habitude de commencer ce genre de conférence en disant qu'on est en guerre.
Ça peut paraître un peu exagéré, mais je pense que ça ne l'est pas. On est en guerre parce qu'il y a un gouvernement qui malicieusement, donc je parlais essentiellement du Québec aujourd'hui, qui malicieusement cherche à détruire ou à tout le moins à transformer en profondeur des institutions qui sont précieuses, qui fonctionnent bien, qui donnent des résultats et qui sont le résultat d'une construction très longue, qui remonte à la Révolution française. Oui, c'est notre... Quel lapsus. Mon psy va me coûter cher encore. À la Révolution tranquille, bien sûr, dans les années 60. Et quand on est en guerre, il y a deux façons de faire la guerre. Mais en fait, on fait la guerre de deux façons. Une vraie guerre, là, j'entends, là, avec des fusils. On la fait sur le terrain, en se battant, en tuant des gens, en détruisant des infrastructures. Détruire des infrastructures, premier parallèle. Et deuxièmement, en utilisant de la propagande. Donc les mots pour gagner la guerre de l'opinion. Parce que si on veut envoyer nos jeunes hommes, nos jeunes femmes au front, il faut avoir leurs convictions, à moins d'être sous une dictature, évidemment, où on n'a pas le choix d'aller en guerre. Mais même là, pour avoir de bons soldats, on a besoin d'une rhétorique. Donc, on a besoin d'utiliser les mots pour pouvoir gagner la bataille de l'opinion publique. Or, qu'est-ce qui nous reste à vous et moi dans cette guerre-là contre les institutions? On ne peut pas beaucoup se battre sur le terrain, à moins d'aller s'enchaîner devant un centre local de développement qu'on veut fermer, devant un département de philosophie d'une université, de théologie, pardon, d'une université qu'on veut fermer, puis empêcher que la décision gouvernementale se réalise, avec très peu de chances de succès. On ne peut pas vraiment, n'est-ce pas, agir là où le gouvernement a du pouvoir réel de tenir les cordons de la bourse. En revanche, ce qu'on peut faire, vous et moi, c'est utiliser les mots, c'est utiliser une contre-propagande. Mais pour faire ça, il faut déconstruire, il faut décortiquer la propagande de l'ennemi, donc du gouvernement, pour mieux la comprendre et pouvoir mieux la défaire. C'est ce que je vais tenter de faire avec vous cet après-midi. Quel piton faut que je pèse? Ouh! Alors, je vais vous présenter d'abord quelques citations de nos joueurs principaux dans ce théâtre lugubre. Philippe Couillard nous dit en décembre, l'équilibre budgétaire n'est pas un luxe ou une lubie, mais bien une absolue nécessité. Notez cette première expression. Absolue nécessité. Il faut remettre les dépenses publiques à l'heure de nos revenus. Dépenses publiques à l'heure de nos revenus. Cette opération de rigueur, pas austérité, va se poursuivre. Martin Coiteux, mon estimé confrère, puisqu'il est économiste, président du Conseil du Trésor, donc celui qui est finalement le général dans cette bataille et qui tient les cordons de la bourse, c'est-à-dire qui les serre de façon assez violente. D'ailleurs, si on n'avait rien fait cette année, donc toujours en décembre, un peu avant Noël, on aurait un déficit de plus de 5,8 milliards et l'an prochain, en 2015-2016, on aurait un déficit de plus de 7 milliards si on ne faisait rien. Ces textos, là, ils se répètent un peu, ce n'est pas de ma faute. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi, puis je pense que, excusez-moi, il ne sait pas parler, puis je pense, non, mais c'est la transcription d'un point de presse. Vous en avez pris bonne note, je les remets constamment de l'avant. Ça, vous constatez que les journalistes, ils font un peu d'editing quand ils publient là, il n'y a pas de journaliste qui passe par-dessus. Que j'ai fait? Monique F. Leroux, présidente du Mouvement Desjardins, le plus grand employeur privé du Québec, la plus grande institution financière du Québec, où plus de la moitié des adultes du Québec ont leur compte de banque, leur compte de caisse populaire en l'occurrence. Quand on regarde la situation du Québec, il est évident qu'on fait face à un déficit budgétaire qui est récurrent et qui est structurel. Si nous laissons aller la boule de neige, elle ne fera que grossir, excusez la lettre minuscule, comme pour le budget d'une famille. Le gouvernement québécois doit regarder ses dépenses et ses revenus afin de faire les choix et déterminer ce qu'il est capable de se payer. Stephen A. Jariowski, que vous connaissez peut-être moins, c'est un des plus riches Canadiens, un de nos rares milliardaires canadiens, un gestionnaire de fonds, de portefeuille, qui a dit en août dernier, le Québec est l'un des endroits les plus pauvres en Amérique du Nord avec d'autres États américains. On dépense beaucoup trop ici, l'État est devenu trop gros. Plein de beaux mots-clés. Toujours mon inérable et estimé confrère Martin Coiteux.
en avril, juste après les élections, en fait, lorsqu'il venait d'être élu. Il y a une raison pour laquelle on demande cet effort national et qu'on demande cet effort donc à tous, national. Comme on part de haut, là. Presque 11 milliards de dollars, sous-entendu, d'intérêt cette année sur une dette de plus de 200 milliards de dollars. C'est 11 milliards de dollars qui n'est pas disponible ni pour la rémunération d'employés du secteur public, ni pour aucun autre programme dont les Québécois pourraient être les bénéficiaires. Alors, vous ne pouvez pas vous opposer à ça, hein, les employés du secteur public, là. C'est de votre faute. Carlos Leitao, un autre économiste, estimé confrère, ministre des Finances, en février, donc pendant la campagne électorale ou juste avant. Ce n'est pas l'austérité toxique, c'est la rigueur budgétaire. Nous mettons la même énergie à faire en sorte que le Québec profite d'une... C'est en février cette année, je m'excuse. Profite d'une croissance économique vigoureuse. Donc, ce n'est pas de l'austérité, c'est de la rigueur, puis ça sert à faire marcher l'économie. Tenez-le pour dit. C'est par là qu'il faut que je m'en... toujours Martin Coiteux, mon grand ami. Un Québec, ça c'est en 2012, donc il était à ce moment-là encore professeur d'économie. Un Québec indépendant demain matin porterait la 4e dette nette la plus lourde de l'OCDE. Il ne serait devancé à ce chapitre que par l'Italie, le Japon et la Grèce. Si j'étais indépendantiste, je serais inquiet, très inquiet même. Oublions la question nationale, ce n'est pas son intérêt ici. C'est bien sûr la comparaison avec l'Italie, le Japon, la Grèce. On sait ce qui s'est passé en Italie et en Grèce, notamment, n'est-ce pas, dans les dernières années. Et finalement, toujours le même Martin Coiteux, en septembre dernier, les gestes que pose le gouvernement sont essentiels afin de rebâtir la confiance des Québécois envers les marchés publics et les institutions gouvernementales et de créer un climat favorable au développement économique. Mot-clé ici important, confiance, développement économique. Ça, c'est ce qu'on entend, là j'ai pris uniquement quelques citations, c'est ce qu'on entend de la part du gouvernement ad nauseam depuis juin dernier, depuis le dépôt de son premier budget. On n'a pas le choix, on s'en va vers un mur, il faut couper dans les dépenses, puis ce sont des mesures raisonnables. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, j'ai oublié de vous donner une job à un des deux, me dire le temps à peu près. Dans un premier temps, je vais vous exposer quelques faits, très rapidement. Je vais débouler quelques graphiques. Là, je ne veux pas vous étourdir, mais c'est important de démontrer d'abord que ce qui est dit là, dans toutes ces citations-là, est à peu près partout faux. Pas une mauvaise interprétation, pas utiliser les faits pour les tordre un petit peu. C'est juste faux. Et c'est important de voir que la rhétorique, elle est appuyée sur ces faits-là. Donc, il faut démonter ces faits-là. Parce qu'en résumé, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'économie québécoise et les finances publiques du gouvernement sont dans un état catastrophique. C'est la fin du monde. On va arriver à une situation pire que la Grèce si on ne redresse pas les choses rapidement. Il y a urgence à équilibrer les finances publiques parce que cet état catastrophique se détériore sans arrêt. Troisièmement, la seule manière d'équilibrer les finances publiques, on l'a vu dans la citation de M. Couillard tout à l'heure, c'est de couper dans les dépenses. Jamais la question des revenus ici. Hein? On doit avoir des dépenses à la hauteur de nos revenus. Mme Leroux aussi a dit ça. Hein? Et finalement, si on réalise tout ça, donc si on met en place ces politiques qu'eux appellent de rigueur budgétaire, la confiance des entreprises et des consommateurs sera rétablie, ce qui créera la prospérité économique au Québec. Grosso modo, là, c'est ça l'austérité. Donc, les étudiants, là, vous notez cette slide-là, puis Véronique elle va être super contente. Or, en une dizaine de diapos, je vais vous démontrer que tout ça, c'est faux. C'est archi faux. Ça ne correspond pas à la réalité économique du Québec. Mais avant toute chose, avant de vous montrer ça, il faut mettre en contexte notre situation, c'est-à-dire votre situation à vous et moi, hein, puis de la fameuse classe moyenne dont tout le monde se réclame, à droite comme à gauche. Depuis les années 70, moi je suis né là, donc c'est moi le responsable. Depuis le début des années 70, il s'est passé un phénomène nouveau par rapport aux 30 années précédentes. Et je vous demande de vous concentrer juste sur les deux courbes rouges et bleues. La courbe rouge, c'est la productivité des travailleurs. C'est quoi la productivité? C'est la capacité à produire une quantité X de marchandises dans un temps donné. Par exemple, si
votre boulot, c'est de clouer des planches ensemble et que vous avez un marteau pour le faire, bien, vous pouvez clouer X planches par heure, 10, mettons. Si on vous donne une clouteuse électrique plutôt qu'un marteau, bien là, vous allez peut-être être capable de clouer 20 planches par heure plutôt que 10. Hein? Votre productivité a augmenté. Vous me suivez? Donc, depuis toujours, ou presque, parce qu'on pourrait remonter encore plus dans le temps, la productivité des travailleurs augmente à cause de la technologie essentiellement. Et d'autres petites choses comme l'éducation, mettons. Jusqu'aux années 70, au milieu des années 70, grosso modo, cette productivité-là, elle bénéficiait aux travailleurs. C'est-à-dire que vous étiez de plus en plus productif comme travailleur, bien, votre salaire réel, ce que vous aviez vraiment dans vos poches, augmentait au même rythme que votre productivité. Autrement dit, vous passiez de 10 planches clouées par heure à 20 planches clouées par heure, bien, votre salaire suivait la même croissance. Vous me suivez toujours? C'est la ligne en bleu, la rémunération des travailleurs, les salaires en moyenne au Canada. À partir des années 70, cette rémunération-là est presque stagnante. Elle augmente très, 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 très légèrement. Mais surtout, elle augmente beaucoup moins que la productivité qui, elle, poursuit sa course à la croissance. Autrement dit, nous générons comme travailleurs, ou futurs travailleurs, depuis 40 ans environ, toujours de plus en plus d'activités économiques, donc de profits réalisés sur cette activité économique-là, mais on ne gagne pas plus d'argent comme travailleur. On gagne de moins en moins, en fait, par rapport à ces gains de productivité-là. Alors, qui est-ce qui empoche ça? L'écart entre les deux? C'était une question. Les entreprises, ceux qui possèdent, hein, bon, ceux qui ont suivi un peu de cours de Marx, sur Marx, comprendront ces termes-là, hein, ceux qui possèdent les moyens de production, ceux qui permettent à ce que les travailleurs soient de plus en plus productifs, celui ou celle qui est propriétaire de la fameuse clouteuse tantôt. Plutôt que de donner un salaire supplémentaire aux travailleurs parce qu'il vend plus de planches clouées, bon, je ne sais pas ce qu'il fait avec, ben, il va garder le profit dans ses poches. Et c'est la raison pour laquelle on parle depuis plusieurs années, de plus en plus, d'écarts de richesse grandissants. Hein? Vous avez tous entendu depuis les dernières années parler du fameux 10 1 peu importe qu'on dit, donc les très riches, qui s'accaparent de plus en plus d'argent dans la société. Bien, ce n'est pas juste qu'ils s'accaparent plus d'argent dans la société, c'est que nous, on en accapare moins par rapport à eux. Et de fait, les très riches au Canada, soit dit en passant, j'aime toujours parler de mes sources, ça, c'est un organisme marxiste, radical, socialiste, révolutionnaire qui a produit ces données-là. C'est la Banque du Canada. Non, mais c'est important hein, d'avoir des sources crédibles. Ça aussi, c'est des gauchistes qui ont fait ça. C'est des données qui viennent du magazine Forbes et de la Banque mondiale. Ce que vous voyez en rouge, c'est la production économique, ce qu'on appelle le produit intérieur brut, peu importe. C'est la valeur de tout ce qui est produit dans l'économie dans le monde, année après année, depuis l'an 2000. Donc, vous voyez, ça connaît une croissance relativement stable, à part ici, là où ça n'a pas très bien été. C'était quoi ça ici? C'était la crise économique de 2008, n'est-ce pas? Où là, il y a eu un ralentissement. Mais de façon globale, grosso modo, on produit de plus en plus de biens et de services sur la planète. C'est la croissance économique dont vous entendez parler qui est effectivement toujours présente ou presque en moyenne depuis très longtemps. En bleu et en vert, respectivement, c'est le nombre de milliardaires et la valeur de leurs actifs, la valeur de leur fortune à ces 1000 hommes-là. Je dis hommes parce que vous passez un papier que les femmes sont assez rares, merci là-dedans. Alors, vous voyez qu'ils ont pris une débarque à la crise de 2008. C'est normal, leurs actifs sont très financiers et comme toutes les bourses, tous les titres financiers se sont effondrés, bien, les pauvres enfants ont perdu plein d'argent. Mais, oh, surprise, alors que la croissance est modeste, voire très, 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 très modeste depuis la crise économique de 2008, le nombre de milliardaires et leur fortune combinée a explosé. Autrement dit, ils ont une année difficile en 2008, puis depuis, on se réaccapare une part importante de la richesse collective.
Pourquoi je vous mets ce truc en contexte? On est loin de l'austérité, vous allez me dire. Mais parce que les deux réalités combinées, le fait que les travailleuses et les travailleurs ont un salaire, des revenus qui ont stagné de façon à peu près généralisée depuis 40 ans, et que par-dessus le marché, il y a quelques riches qui s'accaparent, pardon, quelques personnes qui s'accaparent de ces une somme importante de richesse, fait en sorte que si on démantèle l'État, donc si on protège moins les citoyens, les travailleuses et les travailleurs, notamment, on va empirer cette situation-là, n'est-ce pas? Alors pourquoi qu'on n'est pas tous dans la rue avec des fourches? C'est quand même quelque chose. Imaginez, depuis 40 ans, le salaire moyen de le revenu moyen de 80 des Canadiens n'a pas augmenté. 80 et là, la classe moyenne, hein, 60 80 des Canadiens ont un salaire qui stagne depuis 40 ans. Ça, est-ce qu'il y en a qui ont commencé leur carrière, mettons, autour des années 75, il y a 40 ans? Donc, vous n'êtes pas loin de votre retraite? Malheureusement, non. Bon, vous aussi. Ça veut dire, pas votre cas particulier, parce qu'on a chacun des cas particuliers, ça veut dire que vous avez commencé le revenu que vous avez gagné la première année de votre carrière, en termes réels, ce que vous avez dans vos poches, ce que vous pouvez acheter avec, est le même que celui de la dernière année de votre carrière lorsque vous allez prendre votre retraite. C'est encourageant, hein? C'est le fun. Ça donne le goût de commencer dans la vie professionnelle au bout, hein? Et c'est pour ça qu'on doit se battre contre les politiques d'austérité, parce que l'État est là potentiellement pour changer les choses. Il a changé les choses dans les années 50-60. Il a changé les choses pour de nombreux groupes sociologiques au Québec. Il peut le faire encore. Mais en le détruisant, évidemment, il ne pourra plus le faire. Je suis rendu à combien de temps, à peu près? OK. Ah oui, il y a une horloge, là, c'est bien cool. Vous êtes moderne au cégep de Sherbrooke? Pardon. Bien. Maintenant, déconstruisons rapidement toutes les affirmations que je vous ai lues tout à l'heure. Donc, on nous dit qu'on a Mme Leroux notamment, nous dit qu'on a un gros déficit structurel, plein de mots qui font peur, là, structurel, récurrent, blablabla, gros déficit. M. Jarislowski qui dit qu'on est pauvre. M. Coiteux qui nous dit qu'on s'en va, qu'on vit une situation qui est presque aussi pire que celle de la Grèce si on ne fait rien d'autre, etc. Est-ce que c'est vrai? Premier budget, c'est beau, hein? Ça aussi, ça vient d'un journal marxiste, le Journal de Montréal. Vous ne vous rendez pas compte, mais je vous fais rigoler un peu. C'est mes blagues habituelles. Eux autres, ils rient plus. Ça fait 27 fois qu'ils les entendent. Mais c'est pour faire rigoler un peu, mais c'est un procédé rhétorique. C'est une stratégie de propagande que j'utilise avec vous. Je vous montre des chiffres produits par la Banque de Montréal, la Banque du Canada, pardon, Forbes, je vais en avoir de Moody's tantôt, une agence de cotation américaine, etc. C'est une façon pour convaincre nos adversaires. Si je vous montrais des chiffres que moi j'avais produits, Yannick Marcel, économiste de gauche, bon, là, vous savez bien que de l'autre côté de la clôture, on dirait, bon, c'est bien, Yannick Marcel se fait dire ce qu'il veut aux chiffres. Quand on présente des trucs comme ça, qui viennent de sources, je ne dirais pas de droite, mais je veux dire corporative, institutionnelle, crédible, neutre ou pas neutre pantoute, ça aide à convaincre. Donc, ça, c'est le dernier budget. C'est une schématisation du premier budget, en fait, du gouvernement Couillard, présenté en juin dernier. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail de ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit que l'État dépense 97 milliards de dollars, un peu plus. 97 milliards de dollars par année. Okay? Ça, c'est le budget du Québec. Là-dessus, il y a un morceau fatigant dont M. Coiteux nous parlait, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Autrement dit, ce que ça nous coûte en intérêt à chaque année, puis en remboursement, essentiellement en intérêt, pour payer la dette du gouvernement du Québec. C'est bon? Le chiffre important, parce qu'on nous dit, hein, la politique d'austérité, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est quoi? C'est réduire les dépenses pour atteindre l'équilibre budgétaire. C'est ça l'objectif du gouvernement qui n'arrête pas de nous répéter. Donc, on a un déficit. On a moins d'argent qui rentre qu'il y en a qui sort. Donc, c'est pour ça que le gouvernement cherche à couper les dépenses. Ah, M. Coiteux se promène avec des chiffres, dont celui-là, 2,35 milliards. En fait, vous avez vu
au tout début, ça vaut la peine de reculer. Attends un peu, voilà. Si on n'avait rien fait cette année, on aurait un déficit de plus de 5,8 milliards et l'an prochain, on aurait un déficit de plus de 7 milliards de dollars. Or, dans le premier budget, il est de 2,35 milliards de dollars. Là où on voit que même les économistes peuvent en fumer du bon. Hein, on est pas mal loin du 5, je ne sais pas combien de milliards, puis du 7 milliards. 2,35 milliards. Alors, M. Coiteux, il dit non, mais il faut réduire ça à zéro, parce que si on ne fait pas ça, ça va être encore pire le déficit l'année prochaine. Comment ça va être encore pire? Qu'est-ce qui nous fait dire que ça va être encore pire? Vous savez où il tire ce 3,8 milliards plus le 7 milliards s'il ne faisait rien? Bien, il tire ça des demandes des ministères. Parce que les ministères, à chaque année, comme dans n'importe quelle négociation, parce qu'entre les ministres et le Conseil du Trésor, celui qui signe les chèques finalement, M. Coiteux, bien, les ministères arrivent et disent, bien, moi, je voudrais faire telle affaire, puis ça me coûterait tant. C'est normal, ils en demandent plus qu'ils vont recevoir, comme dans n'importe quelle négociation, n'est-ce pas? Bien, son 5,38 puis son 7 milliards se basent uniquement là-dessus, ce qui est complètement farfelu et hypothétique. Qui plus est, lorsqu'il nous dit que le déficit est de 2,35 milliards, c'est faux. C'est faux, c'est juste factuellement faux. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est les deux petits chiffres ici. 1 point des poussières milliards et 1,3 milliard. Le 1,3 milliard, c'est le versement annuel au Fonds des générations. Est-ce que vous savez c'est quoi le Fonds des générations? Pas vraiment. Hein? Le Fonds des générations existe depuis une douzaine d'années. Ça a été instauré par le gouverneur Charest à l'époque. Et c'est dans la loi constitutive du budget, une obligation de la part de l'État de verser ce montant-là, qui est calculé là, selon une formule X, Y, Z, peu importe, à un fonds, le Fonds des générations, lequel fonds est administré par la Caisse de dépôt et sert uniquement à rembourser la dette. Donc, la cagnotte, qui est gérée par la Caisse, génère des profits, n'est-ce pas, du rendement, et ce rendement-là est utilisé pour rembourser la dette publique. C'est plus un déficit, ça, là. C'est du remboursement de la dette. Alors, le vrai déficit, là, il est ici. Déficit d'opération, 1 milliard et des poussières. Est-ce que ça vous paraît très gros? Oui, non? Bon, vous savez compter. Cool. C'est effectivement pas très gros. C'est un peu plus que 1 % des dépenses totales. Maintenant, 1 milliard, c'est quand même beaucoup de sous, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est un problème si, année après année, on dépense davantage que ce qu'on reçoit comme argent. Il ne faut pas nier ce problème-là. Il ne faut pas nier non plus ce chiffre important, les paiements du service de la dette. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème important, catastrophique, comme on nous laisse entendre, ou est-ce un problème peut-être pas si catastrophique et qu'il n'y a pas d'urgence de mettre la hache dans les services publics et dans les institutions de l'État? Vous devinez ma réponse, évidemment. Si on le met en perspective, parce que des milliards, ça ne veut rien dire. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, 1 milliard? Je pense que si quelqu'un l'a vu puis il en a dans son compte de banque, il ne dirait pas « oui ». On va ramener ça à des bases qu'on connaît un peu plus. Hein? Si le budget de l'État, plutôt que de 97,5 milliards, était de 50 000 50 000 on a une vision le plus concrète de ce que ça représente. Hein? Ça peut être un salaire, un bon salaire, par exemple. Bien, les dépenses d'opération seraient de 43 milliards. Le service de la dette, donc ce qu'on rembourse à chaque année en intérêt, serait de 5 538 $. Hein? Si vous avez 50 000 qui rentrent, vous devez en payer 5 500 en frais d'intérêt sur vos prêts. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, ce 11 %-là? Pour une famille, admettons, et je vais vous dire tantôt qu'on ne peut pas comparer l'État à une famille, mais pour une famille, c'est un bon morceau, mais franchement, il y a beaucoup de monde qui gagne à peu près ces salaires-là puis qui paye pas mal plus en intérêt sur leur hypothèque, n'est-ce pas? Et finalement, le déficit, si on le ramène toujours à une perspective là, de 50 000 $, il serait de 564 $ précisément. Donc, admettons que vous gagnez 50 000 $. Encore une fois, on ne peut pas comparer l'État à une famille, mais pour donner une mise en perspective, vous gagnez 50 000 $ et vous dépensez 564 $ de plus par rapport à ce que vous gagnez dans une année. À la fin de l'année, vous constatez ça. Est-ce que vous allez comme paniquer, vendre la maison, vendre le char,
Louer les enfants? Ah, ça, quoique... Mais non! Voyons donc! Et où la panique? Et où l'urgence? Et où la catastrophe? Hein? Clairement, il n'y en a pas d'urgence, il n'y en a pas de catastrophe. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Et ça, c'est une stratégie rhétorique super efficace. Mais oui, je sais, M. Coiteux, qu'il y en a un problème. Mais calmez-vous, voyons. Pas bon, votre cœur, vous énervez de même. Fait que oui, il y en a un problème. Le service de la dette nous coûte des sous. Il a raison en disant que puisqu'on paye ces intérêts-là, ben, on ne peut pas le dépenser ailleurs. C'est tautologique, c'est une évidence. Hein? Si vous payez votre hypothèque, vous ne pouvez pas payer un voyage en même temps, là, pour le même montant. Yeah. Et oui, il y a un déficit, mais là, regarde, ce n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on a besoin, avec même le langage qu'eux utilisent, d'être à ce point dans l'urgence et de saccager, particulièrement dans les régions, je vais insister là-dessus tout à l'heure, des institutions qui fonctionnent, qui donnent des services aux citoyens, d'augmenter les tarifs des services de garde, d'augmenter les frais de scolarité. Ah, c'est son histoire. Ben non, il n'y a pas d'urgence. Et là, ce n'est pas l'économiste de gauche radicale qui chante l'international marxiste à tous les soirs, là, qui dit, là, même mon ancien prof, Pierre Fortin, qui est plutôt de centre, mettons, là, ni à gauche ni à droite, affirme qu'il n'y a pas d'urgence, puis que si on va là où on s'en va, dans l'urgence, on risque d'affaiblir grandement l'économie du Québec. Pas juste l'État, l'économie québécoise. Ça, c'est un premier argument donc qu'il faut démonter. Il n'y a pas de catastrophe, puis il n'y a pas d'urgence. Je vous compare très rapidement là, deux graphiques. En bleu, c'est le déficit, donc c'est en bas de zéro, là, de l'Ontario, et ça en vert du Québec. On se compare toujours à l'Ontario. Ah, l'Ontario sont plus riches, sont plus productifs, ils sont dans la merde en chien, par exemple. Évidemment, l'Ontario a été très durement touché, beaucoup plus que le Québec, par la crise de 2008. Mais quand on se compare, hein, je pense qu'on met les choses en perspective. Même chose pour la dette. Toujours en vert le Québec et en bleu l'Ontario. En bleu, la dette ontarienne a cru beaucoup plus vite ces dernières années que celle du Québec, et surprise, celle du Québec diminue. Qui est où la Grèce qui s'en vient dans notre face, dont nous parle Martin Coiteux? La dette diminue au Québec ces dernières années. Ça aussi, toujours des marxistes. Moody's, c'est une agence de notation. Moody's, c'est, comme d'autres agences de notation, Standard & Poor's, Fitch, etc., c'est eux qui donnent des cotes de crédit aux entreprises et au gouvernement. Là, ils vont dire que le gouvernement du Québec a une cote de AAA présentement, je pense, qui est une très, très bonne cote, ce qui détermine le taux d'intérêt qu'on va payer sur la dette. C'est très important comme geste qu'ils posent, ces entreprises-là, parce que ça influence directement le 11 milliards qu'on voyait tantôt. Hein. Il nous coûterait beaucoup plus cher si on avait une mauvaise cote de crédit. Or, les Moody's de ce monde, ils sont utilisés par les Coiteux de ce monde pour dire, ben non, mais là, si on ne fait rien, on va être décoté, puis ça va nous coûter encore plus cher d'aller emprunter à l'étranger pour payer notre dette. Bien là, Moody's, ils viennent nous dire que, calmez-vous, c'est bon, la dette diminue, pensez-vous qu'ils vont nous décoter? Franchement. Et quand on se compare à l'international, quand on compare notre niveau d'endettement international, bien, le Québec, ici, est pas mal dans les champions du monde. Hein? Si on compare au Japon, dont nous parlait M. Coiteux, y a-t-il la Grèce quelque part? Bon, l'Italie, le Portugal, la Grèce doit être à peu près ici, là, dans les mêmes niveaux. Oh, les États-Unis, un pays pauvre qui est en difficulté épouvantable. Hein? Ça va tellement mal leur affaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas des assez grandes oreilles. L'OCDE, tous les pays industrialisés, Europe, Japon, Canada, États-Unis, etc., même le Canada est plus endetté que nous, proportionnellement. Encore une fois, je repose la question à M. Coiteux, à quel point sommes-nous dans un état si catastrophique et de délabrement économique de nos institutions publiques, de notre gouvernement? Aucunement. Mais nous dira M. Coiteux, toujours celui-là, notre dette appartenant aux étrangers, d'où l'intérêt de la cote de Moody's et compagnie, de la cote de crédit qu'ils nous accordent, c'est de l'argent qui sort de la province, de notre économie. Encore une fois, M. Coiteux dit n'importe quoi. À peu près 85%
de la dette québécoise, la dette du gouvernement du Québec, est possédée soit par des Québécois ou des Canadiens. Ici, ça, c'est les Québécois et les Canadiens, et ça, c'est le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement s'emprunte à lui-même. Ça, c'est une des différences entre une famille et un gouvernement. Je pense que vous autres, vous ne pouvez pas trop vous emprunter à vous-même, là, en tout cas, à moins que vous ayez trouvé une passe que je ne connais pas. Et il y a à peine 15 qui serait possédé par les étrangers. Avant, c'était encore mieux que ça. C'est-à-dire presque la totalité de notre dette, et ça, c'est un débat à part, était possédée par des Québécois ou des Canadiens. Or, ça veut dire quoi, ça, possédé par des Québécois et Canadiens? Qu'est-ce que, concrètement, c'est quoi ça? Ça vous dit? Oui, et où cet argent-là? C'est parce que, en une phrase, c'est super difficile à estimer, ces chiffres précis-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas une comptabilité de ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend toujours des gros guillemets. Mais, mettons, dans un intervalle de confiance de 95 on sait que c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contrôlé par les Québécois et les Canadiens, selon vous? Concrètement, là, et où cet argent-là? Les obligations d'épargne, sont où ces obligations d'épargne-là? Ils peuvent être dans votre portefeuille, vous pouvez en acheter à chaque année. C'est un produit d'épargne comme un autre. Plutôt que mettre votre argent dans un compte de banque, vous pouvez acheter des obligations d'épargne du Québec ou du Canada. Ce sont en grande partie des fonds de pension, des fonds de retraite, des fonds de placement qui sont les propriétaires de ces fonds-là. C'est à vous autres, c'est ça que ça veut dire. Ça fait des petits, ça produit des intérêts qu'on paye collectivement, que le gouvernement paye, mais qui est retourné dans la main des épargnants québécois et canadiens. Il est où le problème? Il est nulle part le problème. Un des derniers points, dans ma série de citations de tout à l'heure, M. Coiteux, toujours lui, disait qu'il veut rétablir la confiance des consommateurs et des entreprises. Hein? Parce que là, les consommateurs et les entreprises voient « Oh, il y a un gros déficit. Oh, il y a une catastrophe. Oh, donc je vais arrêter d'investir et de consommer. » Donc, ce n'est pas bon pour l'économie. En envoyant un message clair, qu'on est responsable comme des bons pères de famille, les gens vont retrouver leur confiance envers le gouvernement. Hein? Il disait explicitement, M. Coiteux. Et ainsi, ça va relancer l'économie. Ça, c'est deux indicateurs de confiance. Là aussi produit, bien évidemment, encore une fois, par des méchants communistes, à savoir le Conference Board of Canada, un think tank plutôt de centre-droit, et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, un think tank franchement à droite, qui mesure respectivement l'indice de confiance des consommateurs et des entreprises. Depuis le dépôt du premier budget l'ITAO l'année dernière, en juin, la confiance des consommateurs au Québec va très, très bien. Celle des entreprises, pas pire du tout, est en chute libre. Là, on ne parle pas d'investissement, on ne parle pas de l'effet direct, n'est-ce pas, ou de la consommation, de l'effet direct de l'action gouvernementale. C'est juste la confiance. C'est des gens qui sont sondés depuis des années, comme vous pouvez le voir, là, ça remonte jusqu'en 2012, des entreprises et des consommateurs qui répondent à des questions très simples comme « Avez-vous confiance? » Allez-vous embaucher du personnel? Allez-vous consommer davantage le prochain mois? Etc. Alors, c'est instantané. Et effectivement, puisqu'on mesure la confiance, bien, c'est une des meilleures mesures de l'impact des politiques d'un gouvernement. Fait que ça fait, grosso modo, presque un an, depuis les élections d'avril dernier, que le gouvernement Couillard nous dit, nous répète, nous assène, nous casse les oreilles et autres parties du corps, en nous disant « Nos politiques de rigueur budgétaire restaureront la confiance et permettront à l'économie du Québec d'être prospère. » Je pense qu'on ne peut pas avoir une démonstration plus claire et nette que ça. C'est depuis son élection que ça chute. Puis je ne suis pas péquiste, puis je suis membre d'aucun parti, je constate les faits. Si ça a été le contraire, je vous l'aurais présenté. Ah, ben non, voyons. Attends un peu, là, je veux juste être sûr que... Pas que je vous vende mes punchs à chaque fois. OK. Deux derniers éléments. Donc, la confiance n'est pas là. Il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas d'urgence. Bref, tout ce qu'on nous dit est faux, est factuellement faux. Ce sont des données que je vous ai présentées, pas des idées, pas des opinions. Ben, j'en rajoute, là, mais à l'écran, c'est des faits. Et la crème sous le sundae, oui, la cerise sous le sundae, bien, en dessus de la crème, en tout cas, c'est que le gouvernement, les membres du gouvernement n'arrêtent pas de nous répéter « Non, 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 ce n'est pas de l'austérité ». Même le premier ministre Couillard a eu le culot
de dire que non, c'était des politiques de relance économique. C'est son nouveau spin depuis 2 semaines. Non, 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 c'est surtout pas de l'austérité. C'est même plus vraiment de la rigueur. C'est des politiques de relance économique. Et que c'est en rien comparable à ce qui s'est passé en Europe. Voyons donc. Bien, on a des petites nouvelles pour lui. Mon estimé confrère, c'est vrai, Pierre Fortin, dont je vous ai parlé tantôt, qui est encore une fois pas le plus extrémiste d'entre nous, loin de là, a calculé l'indicateur d'austérité, des politiques d'austérité mises en place présentement dans le monde. Peu importe comment il est arrivé à ce calcul-là, l'important, c'est le résultat. Donc, vous avez, par exemple, en Grèce, c'est un indicateur de plus 0,3. Au Québec, plus 1. Presque aussi pire qu'au Japon ou en Australie. Je fais une mini parenthèse sur le Japon et l'Australie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez tout à l'heure, le Japon a une très, très grosse dette. L'Australie a une dette pas pire aussi. La différence, c'est qu'en contrairement en Grèce, ils ont des économies très, très fortes. Donc, ils règlent leurs problèmes de dette, qui est complexe et qui a des liens avec beaucoup d'autres affaires. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de serrer la vis. Mais ils ont eu les moyens de le faire sans problème. Parce que, un, ils n'ont pas trop le choix. Contrairement à nous, ils n'ont pas trop le choix. Leur problème de finances publiques est grave, mais ils ont des économies très en santé, donc ils peuvent le régler. Donc, on est parmi les pires, et pire que tous les pays européens qui ont mangé une sacrée raclée ces dernières années, à appliquer ces politiques d'austérité. Alors, quand M. Couillard, M. Laitao et M. Coiteux nous disent « Non, non, c'est pas de l'austérité, puis c'est pour le bien du Québec. » autre chose. On est pire que partout ailleurs, en termes de brutalité des décisions qui sont prises. Et finalement, on parle de l'Europe depuis tantôt, donc vous avez tous et toutes déjà entendu parler un peu de ce qui s'est passé en Grèce, donc une très, très grave crise, non seulement économique, mais sociale. On prétendait, n'est-ce pas, quand on a imposé ces politiques d'austérité qui ont eu comme résultat la catastrophe qu'on sait, que c'était pour relever l'économie. Même discours qu'ici. La Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international qui ont imposé ces mesures d'austérité en Grèce notamment, ont tous répété les mêmes mots que M. Couillard et Coiteux utilisent. C'est pour le bien de l'économie, ça va créer de la croissance par la suite. Et là aussi, on a des petites nouvelles pour eux autres. Ça ici, c'est quelques pays européens choisis par, bon, lui, il n'est peut-être pas communiste, mais il est un peu à gauche, Paul Krugman. Ceux qui ne le connaissent pas, celles qui ne le connaissent pas, il est chroniqueur dans le New York Times, un petit journal de province. Puis, il est économiste. Puis, accessoirement, il a gagné le prix Nobel en économie. Fait que je ne veux pas utiliser un argument d'autorité, mais je ne suis pas tout à fait un cave. Dans cette direction-là, dans cet axe-là, c'est la croissance économique de 2008 à 2012, donc après la crise jusqu'à récemment. Et sur cet axe-là, c'est la puissance, l'importance des mesures d'austérité qui ont été appliquées. Donc ici, très forte mesure d'austérité, très faible croissance économique pour la Grèce. Ça marche au bout, hein, les mesures d'austérité? C'est beau. À l'inverse, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en Finlande, Pays-Bas, etc., dans les pays où on n'a presque pas ou pas du tout imposé de mesures d'austérité, beaucoup plus forte croissance entre 2008 et 2012 qu'en Irlande, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, les pays qui ont subi les coupes dans l'État les plus sauvages. Je pense que c'est tellement une bonne démonstration que là, on n'a même plus besoin des économistes de gauche. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Forum de Davos, qui réunit à chaque année les plus puissants de ce monde, à la fois économique et politique, et l'OCDE, qui regroupe les 34 pays les plus industrialisés du monde, ces quatre-là ont dit l'année dernière que les politiques d'austérité ne fonctionnaient pas, y compris le Fonds monétaire international qui a imposé ces politiques-là en Grèce, en Espagne et en Italie et au Portugal. Alors, ceux et celles, c'est presque juste des hommes, qui ont imposé, non, c'est pas vrai, la chef, c'est une femme, Christine Lagarde, qui ont imposé ces politiques d'austérité, ont dit l'année passée que ça ne marchait pas, qu'il fallait faire marche arrière. Je sais bien que des fois, on est un petit peu en retard puis pas vite du cabochon au Québec, mais là, il y a des limites. C'est quoi, ils ne lisent pas les nouvelles, ils ne lisent pas les journaux, ces gens-là? Pardon? Ils ne se relisent pas, oui.
Non, je pense qu'ils ne savent pas écrire, en fait. Ils ne savent pas lire, peut-être. Donc, je pense que je vous ai fait la démonstration qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de catastrophe, puis qu'il n'y a pas de raison d'imposer ces politiques-là. Ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ils le font, justement? Est-ce que vraiment ils sont aussi idiots que ce qu'on pourrait le croire? Évidemment que non. Évidemment que non. C'est une guerre. C'est une guerre idéologique pour, comme j'ai dit d'entrée de jeu, radicalement transformer l'État. L'austérité, c'est, Martin Coiteux le disait, hein, il veut inventer l'État du 21e siècle. Ça impressionne le beau-frère Antiti. Inventer l'État du 21e siècle. Bien, inventer l'État du 21e siècle, c'est avoir pas mal moins d'États. L'État du 21e siècle, dans sa tête, c'est un petit État. C'est aussi une rhétorique moralisatrice et technicienne. Écoutez ou relisez, parce que vous allez avoir accès à ma présentation, relisez les citations que je vous disais au tout début. C'est un discours toujours soit technique, hein, déficit structurel et récurrent, et plein de mots qui ont l'air bien sérieux, mais aussi moralisateur. C'est un discours de rigueur. Même le mot austérité, à la limite, c'est quelqu'un qui est austère, comme Keith, là, comme austère de sa personne. C'est une posture morale. On n'a pas le choix, c'est la rigueur, etc., etc., etc. Hein, c'est tout un discours auquel il est très difficile de s'opposer. On ne peut pas être contre la vertu, comme on dit. Hein? Comment dire? Ben non, on ne sera pas rigoureux. Ben non, toi, tu as l'air d'un tata, immédiatement, n'est-ce pas? On ne peut pas dire, on ne sera pas responsable, on ne pensera pas aux générations futures. On ne peut pas s'opposer à ces mots-là, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il repose aussi, cette rhétorique, elle repose aussi sur un discours de vérité. C'est comme ça, et on n'a pas le choix. À partir du moment où il y a quelqu'un qui nous dit « ça ne va pas bien, on a un déficit, on a une dette, si on veut s'en sortir, il faut couper dans les dépenses », c'est très difficile de s'y opposer, c'est un discours de vérité. C'est juste là où on a un peu de grippe. C'est utiliser les diapos que je vous ai présentés auparavant, là, puis démontrer ce discours de vérité. Hey, c'est faux, c'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas vrai factuellement. Ce n'est pas une question d'interprétation, ce n'est même pas une question d'idée politique. Les arguments que vous utilisez sont faux à la base. Et en bout de piste, ça vise quoi? Bien, l'État du 21e siècle, c'est un État où on lègue au privé le maximum. On lègue au privé le maximum, donc c'est ce que j'appelle la privatisation tranquille, parce que ce n'est pas de ça dont on parle. Le gouvernement Couillard ne dit jamais, à quelques rares exceptions près, on veut privatiser les institutions de l'État. Jamais, jamais, jamais il dit ça. Il effleure un peu l'idée avec Hydro-Québec, mais il sait que c'est très, très sensible. Mais à part ça, jamais il va prononcer ces mots-là. M. Harper, en revanche, depuis 10 ans, l'a dit à plusieurs reprises, il l'a fait, qu'il y a des pans de l'État qui voulaient privatiser. Et il l'a fait. Grand bien lui fasse. Bien, enfin, non. Grand mal nous fasse, grand bien lui fasse, mais je m'oppose à ces politiques-là, mais au moins il l'affiche. Or, au Québec, on ne l'affiche pas, mais on le fait. Je vais vous donner quelques exemples de cet aspect purement idéologique, donc qui n'est pas lié au problème, soi-disant, des politiques des finances publiques. Donc, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas de problème, mais on nous fait croire qu'il y a un problème, et en réglant ce soi-disant problème, en coupant dans les dépenses, on fait des choix idéologiques. Un premier exemple au fédéral. C'est un petit exemple en termes monétaires, en termes d'argent, mais qui en dit très long, sur l'utilisation idéologique qu'on fait des mesures de compression budgétaire. À l'automne dernier, on a fermé, en fait, il va fermer effectivement dans 3 semaines, le costumier de Radio-Canada. Vous avez entendu parler de cette histoire? Donc, le costumier de Radio-Canada, qui est un des plus grands entrepôts de costumes en Amérique du Nord, un joyau historique, en fait, toute l'histoire populaire du Canada français et du Québec, évidemment, par ce fait même, se retrouve là, hein, parce que Radio-Canada a eu le monopole de la télé pendant très longtemps. Donc, on a fermé le costumier dans l'élan de compression budgétaire au fédéral dans le budget de Radio-Canada. Vous savez c'est quoi l'argument qu'on a donné? Parce qu'il était en déficit.
Ce costumier, effectivement, n'est pas utilisé que par Radio-Canada, mais on loue des costumes à des productions privées à l'extérieur de Radio-Canada, donc on reçoit des revenus. Alors là, il est en déficit. Vous saviez en déficit de combien il était? 7 000 $. Ah, écoute, la catastrophe. Moi, je vois 7 000 $ de déficit à Radio-Canada, je capote, là. Moi, je l'avais la solution facile. Hein. Tu prends une carte de crédit des boss de Radio-Canada pendant une journée qui n'aille pas luncher, là, fini le déficit de 7 000 $. Un autre exemple. Vous connaissez Robert Lepage? Grand dramaturge, reconnu internationalement. Hein. Robert Lepage est plus connu à New York qu'à Montréal ou à Québec. C'est pas compliqué. Et c'est même pas une blague. Robert Lepage a depuis 10 ans un projet magnifique qui s'appelle Le Diamant pour Québec. Monsieur Lepage est un gars de Québec puis qui s'est toujours battu pour rester à Québec, pour que son travail, ses employés, etc., soient à Québec, pour vitaliser sa région. Alors qu'il pourrait prendre ses petits puis partir à New York demain matin ou à Toronto ou à Singapour. Pour lui, ça fait partie de ce qu'il est, de vouloir défendre la culture à Québec. Donc, il a ce projet, le Diamant, qui est un gros complexe multifonction où il pourrait avoir autant de l'opéra, du théâtre, du cirque, qui pourrait être utilisé par les étudiants, pour toutes sortes d'art de la scène. Un projet de 54 millions de $. Monsieur Lepage lui-même, c'est-à-dire sa compagnie de théâtre, de production théâtrale, a mis de mémoire 1,5 million de $ dans le projet. Donc, lui-même investit beaucoup de sous dans ce projet-là, ce qui est rarissime que les gens du monde culturel au Québec puissent faire. En 2012, le gouvernement du Québec lui avait avait accordé une subvention de 30 millions de $ pour réaliser ce projet de 54 millions. Ce qui a fait en sorte, quand cette subvention est arrivée, que des acteurs privés se sont dit « Ah, bien, si le gouvernement embarque pour une somme comme celle-là, nous aussi, on va embarquer. La Ville de Québec est embarquée, tout ça, etc. » À l'automne, austérité oblige, on lui a retiré sa subvention. Il l'avait, là. On lui a retiré sa subvention. C'est pas qu'on lui avait promis que peut-être c'était signé tout avec le sang notre sang collectif, finalement, n'est-ce pas? On lui a promis via l'État cet argent-là. On lui a versé... on s'est engagé, à lui verser cet argent-là. Pendant ce temps-là, il y a un amphithéâtre à Québec qui est en train de se construire, financé à hauteur de 200 millions de $ de la part du gouvernement, sur un budget total initial de 400 millions. Dans le cas de M. Lepage, le gouvernement du Québec a tiré l'argument habituel, il y a trop de fonds publics là-dedans. S'il y avait plus de privés, nous, on irait. 30 millions sur 54, c'est la majorité des fonds, un petit peu plus que 50 %, c'est trop. Donc, nous, on se retire. Pourtant, l'amphithéâtre de Québec, qui coûte 400, dont le devis officiel de départ était de 400 millions, a 200 millions du provincial. Et combien de la Ville de Québec? 187 millions. Donc, à peu près la totalité de la construction du stade est financée par des fonds publics. J'ai rien contre le hockey, mais ça donne qu'on a construit ça ne sachant même pas s'il allait avoir éventuellement une équipe de la Ligue nationale, parce que c'était le seul prétexte, et qu'on sait maintenant, depuis l'automne, que ça n'arrivera jamais, ou à tout le moins pas dans les 25 prochaines années, semble-t-il. Fait que là, on a un immense amphithéâtre qui coûte 400 millions, ou près de 400 millions de dollars aux contribuables du Québec, et particulièrement de Québec, qui va servir à une équipe de de junior majeur, quand même. Encore une fois, je n'ai rien contre le hockey. Pourquoi on accepte ce projet-là et pas celui de M. Lepage, vous pensez? Il y a des choix idéologiques derrière ça. Dernier exemple. À l'automne dernier, encore une fois, le gouvernement, un vendredi après-midi, je m'en souviens parce que je m'en suis mêlé, à 4 heures, un vendredi après-midi, annonce qu'il va couper les subventions de 4 organismes de défense et de promotion scientifique au Québec. Des organismes sans but lucratif, de petits organismes. Les deux plus importants, non pas dans l'absolu, mais symboliquement importants, l'agence Science Presse, qui est une toute petite agence de presse dédiée à informer les autres médias d'informations scientifiques, et l'organisme qui édite la revue Les Petits Débrouillards, que vous connaissez sans doute depuis longtemps.
Des coupures au total de 200 000 $. Vous vous rappelez les chiffres tantôt, là, 97 milliards de dollars, il y a pas mal de zéros, pas mal plus qu'après le 200 000 $. On justifie cette coupe toujours à cause des mesures d'austérité, donc de compression budgétaire. Or, l'effet direct aurait été lequel? C'est que ces deux organismes-là auraient fermé, parce que l'essentiel de leurs revenus, c'est des subventions. Donc, on aurait mis la hache, littéralement, sur deux organisations très précieuses qui coûtent des peanuts au gouvernement du Québec. Juste pour vous dire, l'agence Science Presse, c'est la seule agence scientifique francophone au monde. La première, historiquement, mais c'est la seule. Puis ils sont 5-6, c'est des petits organismes. Dans les médias, on s'est beaucoup énervé. Je vous ai dit que ça s'est passé un vendredi soir, vendredi après-midi. Moi, le premier, j'ai lancé le bal et plusieurs de mes confrères dans les médias ont suivi et on s'est tous, autant de gauche que de droite, soit dit en passant, on s'est tous offusqués de cette coupure complètement stupide. Le dimanche soir, voyant que la grogne montait de façon assez spectaculaire, le gouvernement le ministère de l'Économie qui gère ces projets-là, a émis un communiqué de presse en disant non, on ne coupe pas. On ne coupe pas, on fait juste rediriger ce budget-là. Puis il y avait deux autres budgets similaires, là, ça faisait une enveloppe d'1 million au total qui touchait des organismes scientifiques. Ce million-là ne sera pas coupé, on fait juste le déplacer. Autrement dit, on va tuer ces 4 organisations-là, ces 4 associations, organisations de la société civile, et on va le diriger où, vous pensez, ce million-là, affirmait le ministère? Dans l'entreprise privée pour stimuler l'innovation. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'échelle du Québec, saupoudrer 1 million de dollars dans les entreprises privées pour stimuler la recherche, ça donne sweet fuck all. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors que le travail, prenons l'emblématique journal Les Petits Débrouillards, ce travail-là a stimulé des dizaines et des dizaines, moi j'ai reçu ma boîte de courriel, n'en finissait plus de se remplir, de témoignages de scientifiques qui travaillent maintenant, qui disent « Moi j'ai choisi la science parce que quand j'étais kid, j'ai été initié à la science par les petits débrouillards. » Ça, c'est de l'argent bien investi. C'était 70 000 $, soit dit en passant, la subvention. Donc vous voyez, c'est purement idéologique. Hein? On choisit un amphithéâtre à Québec plutôt qu'un centre culturel. Pourquoi? Parce que c'est plus populaire, c'est plus facile à vendre. Vous savez, peut-être qu'à Québec, il y a eu même des manifestations pour réclamer cet amphithéâtre-là. Il n'y en a pas eu pour Robert Lepage. Coupé dans des petits organismes scientifiques, les gens vont... la majorité de la population ne le saura pas, va s'en foutre un peu, va dire « Ah, c'est dommage, puis on va passer à autre chose ». Alors que dire, ouais, nous, on investit directement dans l'entreprise, ça vend. Ça, c'est vendeur auprès de l'électorat, n'est-ce pas? Alors, le gouvernement, autant à Ottawa qu'à Québec, prend des milliers de ces 3 exemples. Vous allez avoir une source bientôt où vous allez avoir plein d'exemples comme ça. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc, fait des coupures sous le prétexte que ce sont des mesures nécessaires de saine gestion des finances publiques, mais au final, décide de couper sciemment des pans de l'État parce que ça ne fit pas dans son idéologie. Ça ne rentre pas dans son cadre de pensée idéologique. C'est pour ça que je dis que c'est une idéologie qui vise à transformer, et là je reste poli en disant transformer radicalement l'État. Prenons un autre exemple. J'achève là-dessus. Je m'excuse, je me suis étiré un peu plus que je pensais. Quelque chose qui va peut-être plus vous toucher ici. J'ai le plaisir de me promener pour rencontrer des gens, des fois donner des conférences, ce genre de choses, un peu partout au Québec, et physiquement ou non, évidemment. Et je me rends compte que ce qu'on entend, la grogne qu'on entend au Québec par rapport à ces politiques-là, elle n'est pas à Montréal, où j'habite, ni à Québec. Elle est partout ailleurs au Québec. Beaucoup plus forte. Alors, je suis délégué, en fait, ambassadeur de Montréal, et je viens vous réclamer de l'aide. On a besoin de vous autres. Pourquoi il y a une grogne si profonde en région? Et je déteste ce mot-là, là. C'est faute de mieux, là. Donc, hors de Québec et de Montréal.
mais parce que ces mesures d'austérité frappent très, très, très durement et de façon plus immédiate. On va prendre deux exemples dont vous avez probablement entendu parler. Le gouvernement Couillard a décidé d'éliminer les conférences régionales des élus, les CRÉ, et les centres locaux de développement, les CLD, partout sur le territoire. Merde, je ne me souviens plus. À début de l'automne dernier, je crois, oui, début de l'automne dernier, à Mont-Laurier, donc dans les Laurentides, au nord de Québec, il y a eu une manifestation pour s'opposer à la fermeture du CLD et de la CRÉ dans leur région. Vous savez, il y avait combien de personnes? Le quart de la population était dans la rue. Puis c'était pas juste des gauchistes, parce qu'il doit pas avoir le quart de gauchistes, ma foi, à Mont-Laurier, entre vous et moi. Oui, il y avait des syndicats, oui, il y avait des étudiants, il y avait la chambre de commerce, il y avait les entrepreneurs, il y avait le maire. C'est toute la communauté qui s'est mobilisée. Quand les chambres de commerce se mettent à manifester dans une rue, moi, si j'étais un premier ministre, je commencerais à m'inquiéter un peu. À part pour réclamer des baisses de taxes. Hein? Mais pour s'opposer à une coupure gouvernementale, quand c'est rendu que les chambres de commerce sont en colère, ça ne va pas bien. Pourquoi ça ne va pas bien? Pourquoi ça frappe autant? Parce que ces deux organismes-là sont extrêmement importants dans le tissu socio-économique de plusieurs régions du Québec, particulièrement là où la densité d'habitants est faible. Parce que ça permet de mobiliser un ensemble d'acteurs autour de projets sur un territoire, et que c'est dans ces organismes-là que naissent des projets économiques, culturels, etc., qui restent en région. Ajoutons à ça que ces institutions-là embauchent des gens, des hommes et des femmes, souvent en début de carrière ou en milieu de carrière, donc assez jeunes, avec des petites familles, des emplois de qualité scolarisés, qui demeurent dans ces régions-là. Et qu'une fois des régions qui sont souvent, si on pense à la Gaspésie, à la Côte-Nord, par exemple, qui sont souvent très fragiles économiquement et socialement. Alors, la perte de 5-6 emplois de qualité, donc de 5-6 familles, ils ne resteront pas là. Si tu as fait du développement économique depuis des années, tu as une expertise en développement économique régional, bien, il n'y en a pas des millions d'organismes pour t'embaucher. Tu vas revenir à Québec, à Montréal, ou peut-être, avec un peu de chance, dans une ville comme Sherbrooke ou Trois-Rivières. Mais les possibilités sont faibles. En revanche, l'impact sur le tissu social est immense, parce que ces gens-là, en plus de leur job, c'est leur job de créer ou d'alimenter ce tissu social-là, mais sont aussi hyper impliqués en général dans leur communauté. Et finalement, c'est mon dernier point, en abolissant ce genre de structure-là, le gouvernement, son ambition, c'est de décentraliser. Hein. Il va prendre, par exemple, je dis n'importe quoi, un budget de 100 000 qu'une conférence régionale des élus administrait pour toute une région pour faire la promotion, la transformation du recyclage de déchets, par exemple. Mais là, c'est chaque municipalité qui va avoir son petit bout de ce 100 000 $-là. Fait que là, vous allez avoir une petite municipalité quelque part qui va avoir 1 000 $ ou 563 $ pour faire la promotion du recyclage chez eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec ça? Pas parce qu'ils sont incompétents, mais tu ne peux rien faire avec un petit montant comme ça. Alors qu'à l'échelle régionale, on peut faire des initiatives par des économies d'échelle qui sont plus grandes. Oui, le salaire, il faut que j'achève. Donc, vous voyez, toute cette logique de démantèlement-là de l'État, ce n'est pas l'équilibre budgétaire qu'on cherche à atteindre. C'est transformer complètement l'État pour privatiser graduellement des services ou tout simplement les abandonner. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Pour vous aider à vous battre, oui, j'ai terminé. J'ai le plaisir d'éditer un livre qui va sortir, si je reste en vie jusque-là, normalement à la fin du mois de mars, parce qu'on fait ça assez rapidement. Donc, 11 brefs essais contre l'austérité, avec des gens aussi brillants que Benoît Melançon, Evelyne Couturier de l'IRIS, Joël Tremblay, une prof de philo du cégep de Granby, le docteur Alain Vadeboncoeur, que vous connaissez peut-être, Laure Varidel, la militante écologiste, Alexa Corradi, la présidente des Femmes du Québec, la Fédération des Femmes du Québec, Mélissa Molène-Dupuis et Lydia Larivière, les fondatrices de Idle No More, Annie Desrochers, journaliste à Radio-Canada, Hans Marotte, militant
et avocat bien connu pour le droit des plus défavorisés d'entre nous, et professeur de philosophie, Christian Nadeau. On a voulu faire ce livre de façon, et c'est un pitch de vente, mais c'est parce que je ne fais pas d'argent avec, fait que je me sens à l'aise de le faire. On a fait ce livre-là pour vous donner des outils. Donc, c'est un livre qui est très documenté. Ce sont 11 courts essais, comme c'est écrit, brefs essais, qui sont très documentés, très factuels. Donc, vous avez des outils pour gagner, espérons-le, la guerre de la propagande et de la rhétorique dont je vous parlais d'entrée de jeu. Merci beaucoup. J'avais pas vu passer là.